j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi? Christian Lambert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de la FNSEA. On vient d'assister au premier hold-up ministériel. Vous avez découvert cette semaine qu'il allait manquer 1 milliard d'euros dans les caisses pour financer les aides de Pâques. Cela c'est dû au fait que le précédent gouvernement, certainement le ministre de l'Agriculture précédemment, mais aussi Bercy, qui ont avancé des aides sans avoir les ressources nécessaires. Si moi je fais ça, je vais en prison. Est-ce normal ? Bon, c'est proprement scandaleux. En faisant cela, Stéphane Le Foll et Bercy savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire l'insincérité budgétaire, puisque c'est le mot consacré, qu'ils ont faite, nous met aujourd'hui dans une situation intenable. En clair, il manque 853 millions d'euros pour payer les ICHN, indemnités compensatrices de handicap naturel en 2019 et 2020. Il n'y a pas suffisamment pour payer la conversion bio. Il n'y a pas suffisamment pour payer les MAEC. Donc, alors que Stéphane Le Foll s'est servi dans les caisses du fonds de calamité, 250 millions d'euros, s'est servi dans les caisses de la MSA, 490 millions d'euros, s'est servi dans les caisses des chambres d'agriculture, 55 millions d'euros. Il a piqué plus de 800 millions d'euros et aujourd'hui, il manque encore 1 milliard si on ajoute le tout. Donc c'est proprement scandaleux, c'est un héritage épouvantable pour M. Travers qui arrive. Dans un contexte budgétaire où vous avez vu l'outil le plus utilisé, c'est le rabot. Je rabote, tu rabotes, il rabote, tout le monde rabote. Et pour nous, agriculteurs, c'est insensé parce que qu'est-ce qu'il nous est dit aujourd'hui ? Eh bien, on va piquer dans une poche pour mettre dans l'autre poche. Parfois du même agriculteur d'ailleurs. Donc nous sommes scandalisés et outrés que M. Le Foll et ses équipes aient quand même laissé cet héritage-là et qu'on découvre aujourd'hui cette difficulté. Alors l'impact, il est immédiat pour certaines aides, il est à terme pour l'ICHN 2019-2020, mais nous n'acceptons pas. Et nous sommes en train de ferrailler dur au plus haut niveau pour essayer d'avoir un arbitrage moins négatif et trouver des solutions, y compris à Bercy, pour rendre ce qu'ils ont piqué. Mais est-ce qu'il y a réellement des solutions ? Comment ça va se passer ? Ça va être quoi à l'avenir ? Ça va être quand même nous, en fait, l'État ou les agriculteurs qui vont payer. De toute façon, c'est ou l'État ou les agriculteurs. Mais il faut que ce soit l'État qui honore ce sur quoi il s'est engagé. Nous avons, la FNSEA, retrouvé le courrier de 2013 que Xavier Belin avait envoyé au président Hollande suite à son annonce de Cournon, où la présentation nous paraissait imprécise. Et donc Xavier, au nom du bureau, avait écrit pour demander des précisions. Et nous avons le courrier-réponse de François Hollande indiquant « Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, les engagements seront tenus. » Au nom de la continuité de l'État, nous avons donné cette lettre à M. Travers, à M. Édouard Philippe, à M. Emmanuel Macron, en direct lors de notre rendez-vous, en disant qu'il devait y avoir continuité de l'État. Ils ne peuvent pas nier cette continuité-là. Alors j'entends qu'aujourd'hui, il nous est fait état tous les jours dans les médias d'économie, de réduction budgétaire, mais là, c'est quand même en direction d'un secteur qui, tout le monde le sait, souffre. Comment dire aujourd'hui aux agriculteurs, vous n'allez pas avoir ces 893 millions d'aides sur le domaine ICHN ou sur les autres dossiers, quand dans le même temps, on nous dit 350 € par mois, c'est pas possible, il faut revaloriser les prix et il faut trouver des solutions. Donc là, il y a une ambiguïté majeure. Nous sommes furieux de découvrir cela. Je crois que M. Le Foll va avoir beaucoup de questions à l'Assemblée nationale, va certainement aussi avoir quelques interpellations très directes. C'est scandaleux de pratiquer ainsi. C'est le plus grand des voleurs et c'est pas un gentleman. Il y a un problème de morale, il y a un problème de méthode aussi. Ça veut dire comment ça se fait qu'aujourd'hui on soit capable d'avoir 1 milliard comme ça d'ardoises laissées par un gouvernement pour le suivant. Et est-ce que Stéphane Travers, qui est quand même connaît bien ce qui s'est passé, est-ce qu'il vous a semblé bien réagir ou pas ? Vous savez, ce montant, c'est l'accumulation de plusieurs choses. D'abord, il y a Bercy qui a fait des économies en ne cofinançant pas à hauteur de 50%, mais seulement 25%. Donc ça fait des économies importantes, de l'ordre de 200 millions. Il y a M. Le Foll qui a élargi le nombre de bénéficiaires à l'ICHN généreusement, mais sans trop de précautions. Il a aussi augmenté les aides à la conversion agriculture biologique de 200 € par hectare à 300 € par hectare, ce qui a quand même créé un appel d'air dans certaines situations. Donc tout ça, c'est très généreux. Mais c'est laissé un héritage intenable à son successeur. Donc il porte une responsabilité majeure. C'est un chèque sans provision, c'est un hold-up, c'est ce que vous voulez. En tout cas, c'est une responsabilité du ministre qui connaissait ces choses-là et d'un certain nombre de personnes de son administration. Que va faire M. Travers ? M. Travers hérite de cette situation, a une équipe nouvelle et qui se met en place
et dans un débat budgétaire extrêmement compliqué. Bien sûr qu'il ferraille en ce moment et nous appuyons toutes les négociations qu'il conduit, y compris au niveau de Bercy, y compris au niveau du Premier ministre, mais nous savons que la réponse doit être rendue lundi, donc il reste 4 jours pour trouver la solution. Et ça ne peut pas être une ponction sur les agriculteurs. Ça ne peut pas être une ponction sur les agriculteurs. Nous la rejetons. Si jamais ça l'était? Nous verrons en temps utile. Pour l'instant, écoutez, il faut être sérieux. Faut être sérieux. Il ne peut pas être dit les agriculteurs vivent une situation extrêmement difficile. La moitié d'entre eux touchent 350 € par mois, mais on va quand même ponctionner gentiment ces montants-là. C'est pas cohérent. Où est la cohérence de l'État? Où est la cohérence du projet conduit? Donc pour l'instant, nous, c'est un refus total. Monsieur Travers sait que nous l'attendons sur ce sujet. Nous avons des contacts avec lui. Nous avons aussi des contacts avec Matignon. Nous souhaitons qu'un arbitrage soit rendu et qu'il soit le moins mauvais possible. Il n'est pas question que les agriculteurs n'aient pas l'argent qui est dû au regard des ICHN, un engagement du président de la République. C'est un engagement du président de la République. Et il n'est pas question non plus qu'on vienne ponctionner abusivement sur des agriculteurs, je vous le rappelle, qui ont déjà basculé 3,3% pour la PAC 2013. Donc lorsqu'on nous annonce aujourd'hui des ponctions supplémentaires, vu l'état des trésoreries des agriculteurs, c'est pas tenable. Alors, autre actualité, il y a un président de conseil départemental de la région Bourgogne qui a interpellé sur le fait des suicides et surtout sur les causes. Comment vous réagissez? C'est très bien que des élus se manifestent et viennent en soutien à ce que nous dénonçons depuis longtemps. Xavier Belin, vous vous en rappelez, a commencé son livre sur ce sujet, le suicide des agriculteurs, qui est le résultat de plusieurs éléments. Il y a des éléments économiques, faiblesse de revenus, il y a des éléments psychologiques, beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir, l'instabilité, l'insécurité, les critiques permanentes en direction des agriculteurs, les gens qui tirent sur l'ambulance en permanence. Vous savez, on ne fait pas une visite dans un département sans que des gens nous disent « on n'en peut plus ». Pollueurs, tortionnaires, empoisonneurs, ça suffit. Voilà, donc certains agriculteurs sont en burn-out, crack. Alors il y a ceux qui parlent, puis il y a ceux qui agissent. Nous agissons. Nous avons formé des agriculteurs pour être des veilles, des sentinelles, qui vont justement détecter ceux qui vont moins bien et les accompagner. Nous avons mis en place une mesure où nous disposons de 4 millions d'euros pour aider les agriculteurs en burn-out à prendre du recul, breaker, avoir un agent de remplacement, suivre un stage de 2 jours pour faire des séances de parole, essayer de vider le sac qui est beaucoup trop lourd. Nous avons aussi prévu des crédits pour aider ceux qui veulent se reconvertir. Vivea a mis 2,5 millions cette année et 2,5 millions l'année prochaine pour aider ceux qui veulent se reconvertir. Certains le font et nous avons déjà des retours d'agriculteurs qui ont quitté et qui disent « Finalement, je ne pensais pas que je pouvais faire un autre métier. Je peux faire un autre métier. J'ai sauvé ma famille. Merci. » Donc, le sujet, il faut effectivement pas l'instrumentaliser comme certains syndicats ou autres le font pour en faire un instrument de propagande. C'est pas du tout correct, ni moral, ni éthique. C'est pas mon style. Mais par contre, il faut agir et accompagner les agriculteurs. Mais de grâce, si tous ceux qui critiquent copieusement les agriculteurs, et nous en connaissons, nous avons même entendu la semaine dernière aux États généraux de l'alimentation, si tous ceux qui critiquent pensent à ces familles qui restent désemparées pour la vie entière lorsque quelqu'un est passé à l'acte, pouvaient entendre ça, eh bien merci à ce président de conseil général. Je sais que c'est le département de Saône-et-Loire, où il y a eu 6 suicides en l'espace d'un mois, pour des raisons diverses. C'est toujours multifactoriel. Quelqu'un qui décide de mettre fin à ses jours, c'est dramatique. Il est le fils de quelqu'un, l'époux, souvent, le père de quelqu'un, et donc il manque. Il manque. Donc ça, c'est un sujet dramatique, et nous sommes au travail pour le régler, et merci si des politiques nous aident pour trouver des solutions. Alors, vous avez parlé des États généraux de l'alimentation. Est-ce que cette première étape vous a convaincu, ou est-ce que ça va être encore une grande machine et il ne va pas ressortir grand-chose? Le lancement est réussi. Le discours initial d'Édouard Philippe était un très bon discours qui a resitué que l'agriculture française était une vraie chance pour la France et que la France était connue à l'international pour être un grand pays agricole, pour ses sols, son savoir-faire, sa génétique, etc., pour son alimentation, pour la gastronomie à la française, tout ce qui fait la grandeur de la France. C'est bien. La photo est belle, la vidéo est en train de se dégrader. Nous déclinons. L'agriculture française est soumise à une concurrence très très forte. L'alimentation à la française est reconnue, mais elle est concurrencée par des produits qui viennent d'ailleurs aujourd'hui, avec des coûts de production très différents. Donc il faut poser l'ensemble de ces questions dans le diagnostic. Nous avons fait un diagnostic initial qui a été distribué aux 500 participants, où nous avons justement pointé les atouts, les faiblesses et les solutions. Nous avons eu aussi un dialogue intéressant
Et c'est intéressant de mettre 500 personnes dans une salle, des parties prenantes d'horizons différents, mais les paroles ont été écoutées. Il y a eu au moins 15 prises de parole agricoles ou agroalimentaires qui ont permis de situer nos problématiques et nos attentes. Et nous comptons sur ce dialogue. Et nous ne sommes pas sceptico-sceptiques comme certains veulent l'être. Nous savons que la première partie va être consacrée à l'examen de la création de valeur et de la répartition de la valeur. Pourquoi ? Aujourd'hui, les produits agricoles sont si concurrencés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se distinguer, pour tirer les prix vers le haut, sortir de la déflation alimentaire, sortir de ce que j'appelle le destructionnisme qui est mis en place par certains grands distributeurs, certains, on pourrait le dire au singulier, mais c'est dramatique d'aller ainsi dans le mur. Sur la seule année dernière, 1 milliard de valeur a été détruite sur les produits alimentaires, source observatoire des prix et des marges. Donc le premier chantier, c'est redonner du prix pour redonner du revenu aux agriculteurs. Le président de la République, qui n'a pas conclu le premier jour, viendra s'exprimera début octobre pour prendre des décisions, notamment sur les relations commerciales et retouchées par frappe chirurgicale la LME, la loi de modernisation de l'économie, sur différents domaines, mais probablement sur l'encadrement des promotions. En clair, on peut dire les promotions, oui, les braderies, non. Donc, encadrer les promotions. Et le deuxième sujet, le seuil de revente à perte, qui est utilisé de façon anormale aujourd'hui par certains distributeurs pour recréer de la valeur et mieux la répartir. Et puis, il y aura un deuxième temps, qui sera un temps plus qualitatif pour l'alimentation durable, où on parlera justement de alimentation et santé, l'éducation à l'alimentation pour les jeunes enfants, la sensibilisation et l'information des consommateurs, lutter contre le gaspillage alimentaire, inciter à la consommation de produits de proximité, locaux, français, mais ne pas négliger non plus le fait que la France a la chance d'avoir une agriculture capable d'exporter des céréales, du fromage, du vin, qui font aussi des devises dans l'économie de notre pays. Plus de 8 milliards d'euros en moyenne sur les 10 dernières années, ce n'est pas neutre pour l'économie de notre pays. Donc nous aborderons l'ensemble de ces sujets. Donc nous savons qu'il y aura des débats plus compliqués que d'autres, mais nous y allons avec la ferme volonté de faire reconnaître tous les efforts qui ont été faits par les agriculteurs. Et puis vous savez, ça donne lieu aussi à des rencontres qu'on n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Nous avons rencontré en l'espace d'un mois 3 associations de consommateurs en vis-à-vis direct, 3 associations de protection de l'environnement, 2h30 avec France Nature Environnement hier, dans une séance de travail très positive, accrochée, bien sûr, parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais un président, M. Dubromel, qui a été très à l'écoute. Nous allons d'ailleurs nous exprimer sur des sujets où nous sommes d'accord, lutter contre l'artificialisation excessive des sols en France est une catastrophe pour l'agriculture et pour la biodiversité. Avoir une meilleure gestion de l'eau qui est nécessaire aujourd'hui. Vous savez, l'eau est un intrant sine qua non. L'eau, aujourd'hui, devient un enjeu de production agricole. Face au changement climatique, on ne peut plus raisonner l'eau comme auparavant. Pas d'eau, pas de contrat pour beaucoup de productions aujourd'hui. Pas d'eau, pas d'assurance production aujourd'hui. Donc, il faut repenser l'eau. L'Espagne stocke 21% d'eau de pluie qui tombe du ciel. La France, 4 à 6%. Pourquoi ? Donc, il faut sortir du tabou que l'irrigation est contre nature. L'irrigation, regardez historiquement comment elle a été mise en place, y compris pour vitaliser certains déserts ou certaines zones difficiles. Donc nous voulons dire changement climatique, changement de vision sur l'irrigation. Et nous le portons aussi dans la loi de simplification, où M. Macron a pris un coup de sang quand il a vu que dans la loi de simplification, il n'y avait rien sur l'irrigation, alors que c'était une promesse de campagne. Donc, le projet de loi de simplification est différé pour intégrer la problématique d'irrigation. Il faut simplifier, faciliter et mieux financer. Mais l'eau, c'est la vie, bien sûr. Donc, de grâce, utilisons mieux l'eau. Le changement climatique nous amène aussi des excès d'eau, puis des manques d'eau. On est assez intelligent pour faire comme certains pays le font, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, Israël, où j'organise prochainement à l'automne un voyage justement pour voir comment est organisée l'irrigation là-bas, pour avoir une meilleure approche de eau et agriculture. Ce qui doit vous énerver, c'est qu'on parle maintenant, certaines personnes, certaines ONG, de concilier élevage et loup. Alors oui, ça j'avoue que c'est une affirmation assez stratosphérique. C'est très bien à l'intérieur du périph' ou dans le 16e, c'est très bien quand on habite à la Madrague. Mais franchement, quand on va sur place et qu'on voit les éleveurs victimes du loup, j'ai passé une journée entière dans les Hautes-Alpes samedi, une demi-journée avec les éleveurs victimes du loup. Une agricultrice qui est allée ramasser des brebis éventrées à 200 mètres de sa maison. 200 mètres. Entre le moment où elle a vu la brebis prise à la gorge, égorgée par le loup, et le moment où elle est allée chercher sa voiture pour revenir, il s'est écoulé 20 minutes. Le loup était revenu. Le loup surveille l'agricultrice qui vient chercher la brebis pour en manger encore un petit peu.
Franchement, moi j'invite Madame Pulvard, qui préside aujourd'hui la fondation Nicolas Hulot, rebaptisée Fondation pour la Nature et pour l'Homme, à venir rencontrer ces personnes, écouter ce type de témoignages, voir comment il est possible d'avoir du loup peut-être dans les montagnes les plus lointaines, les plus éloignées, mais là où l'agriculture est organisée et de cette façon-là, c'est impossible. Donc nous, notre objectif, c'est de dire zéro attaque. Il faut concilier la Convention de Berne qui nous oblige à avoir des loups, parce qu'elle ne va pas bouger dans l'immédiat, même si nous travaillons avec l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne pour la faire évoluer. Mais dans l'intervalle, il faut comprendre qu'il faut réduire le nombre de loups, plus 22% de loups en une année. Le loup est chez lui aujourd'hui. Il est chez lui. Et il n'a plus peur, donc il s'invite partout. Il faut repousser le loup dans les espaces où il était précédemment. Zéro attaque, sinon pour les éleveurs, c'est invivable. Et c'est vrai que c'est assez révoltant de voir le tweet de Brigitte Bardot avec sa pose lascive sur la pelouse et le loup en face. Ça, c'est juste en rêve. Hein. C'est Brigitte fait des photos. Mais la vraie vie, c'est les brebis éventrés, les éleveurs à cran, en burn-out, et des jeunes qui finiront par ne plus s'installer dans les montagnes. Donc le loup, c'est le contraire de la biodiversité. La biodiversité, c'est l'alpage, le pâturage, le pastoralisme. Donc nous, c'est ce que nous voulons dire. Remettre le pastoralisme au cœur de ce sujet et non pas le loup déifié comme certaines ONG le font. Mais il faut qu'elles viennent sur place. Monsieur Hulot a dit qu'il viendrait sur place. Nous l'accompagnerons. Vous savez, Monsieur Hulot nous a dit « Mon ministère s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. Dans solidaire, il y a l'humain. Je comprends ce que vivent les bergers. Et moi-même, si j'étais berger, je vois un loup arriver, je protège mon troupeau. » Donc il ne faut pas mélanger la parole de Monsieur Hulot, la parole de certains de ses conseillers ou directeurs et la parole des ONG qui devraient, je pense, avoir un peu plus d'esprit pratique et surtout d'humanité dans leurs propos. C'est hyper insultant de dire à des agriculteurs « vous devez vivre avec le loup » quand il vient à 200 mètres de la maison, à 200 mètres. Même les enfants ne peuvent plus aller jouer dans les bois comme avant. Christiane Lambert, ça fait plus de 6 mois que vous êtes à la tête de la FNSEA aujourd'hui. C'est vrai que quand on discute un peu avec les différents syndicalistes, on entend dire Christiane Lambert, pour l'instant, elle observe, elle analyse, elle comprend, elle écoute. Quelle va être la méthode de Christiane Lambert pour les mois à venir ? C'est celle-là. C'est écouter beaucoup, s'imprégner. Il n'y a pas eu de passage de relais entre Xavier Belin et moi. Ça a été très brutal. Parfois des départs brutaux comme ça qui changent les choses. Donc il a fallu s'imprégner du poste, des dossiers, tous. Un passage de relais est important. Écouter, c'est ma méthode. Et puis après, c'est réfléchir beaucoup et décider ensemble. Nous avons un bureau qui est très soudé. J'ai un G7, une vraie équipe de handball qui est très soudée aussi. Nous nous voyons très souvent. Et on voit bien que l'agriculture vit des choses très difficiles en ce moment, qu'il y a indéniablement des horizons qui s'éclaircissent pour certains, mais qui sont très assombris pour d'autres. Donc il ne faut pas parler n'importe comment. Je souhaite qu'on puisse poser lors de notre bureau de rentrée un certain nombre de sujets de fond, notamment sur des projections pour l'agriculture. Nous avons à l'esprit la prochaine réforme de la PAC. Nous avons aussi la modernisation des exploitations avec tout ce qui est digital, numérisation, qui sont des outils d'aide à la décision extrêmement importants pour l'agriculture, mais qui nous permettront de produire plus et mieux avec moins d'impact. C'est très important. Nous avons aussi attaché beaucoup d'importance à un dialogue plus construit et plus nourri avec la société pour être mieux compris. C'est important d'être mieux compris. Quand les gens parlent pour nous, ils ne parlent pas toujours pour nous, ils parlent souvent contre nous. Donc il faut qu'on dialogue davantage pour être mieux compris. Ça suppose d'écouter, parfois de ronger un peu son frein, ça m'est arrivé. Mais pour être compris, je pense qu'il faut aussi écouter les problématiques des autres. Quand on passe 2h30 avec une association de protection de l'environnement, on comprend la perception de notre métier. Et bien sûr, parfois on a envie de bondir, mais expliquer pourquoi on a besoin de produits phytosanitaires, comme on a besoin de médicaments pour se soigner. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Les phytos non plus. Mais parfois, c'est indispensable pour sauver une culture, une récolte, etc. La compréhension de la relation homme-animal, elle est très difficile à expliquer. Lorsqu'on nous dit « vous les élevez pour les tuer », non, on les élève pour les faire grandir, on les élève pour produire de la viande, mais il y a une relation homme-animal qu'il faut expliquer. Ce n'est pas qu'une une relation d'asservissement. Donc je réponds à toutes les sollicitations de débat avec ces ONG-là. Et puis, il y a un travail de réseau très important. J'ai déjà visité une quinzaine de départements sur des thématiques particulières, donc, et les gens de mon équipe aussi. Donc voilà le travail qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. Christiane Lambert, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi ?